Bonjour, je suis Sébastien Boye, bienvenue sur Solidax. Colosse au pied d'argile est né donc de mon histoire personnelle, violé dans ma plus jeune enfance de mes 11 ans et demi à 16 ans. Et après ma libération de la parole, un procès qui est arrivé aux assises à Mont-de-Marsan. Et c'est pendant ce procès qui a vu mon agresseur condamné pour 10 ans de réclusion criminelle. C'est là, pendant ces 3 jours de procès, avec 4 nuits blanches, que j'ai réfléchi à comment aider les autres victimes et comment éviter que d'autres victimes soient multipliées. C'est pour ça que j'ai créé l'association au sortir du procès, il y a 10 ans, quasiment jour pour jour. Et elle s'appelle tout simplement Colosse au pied d'argile, parce que c'est Fred Launay, mon avocat, qui est devenu mon parrain aussi, au vu du lien fort que nous avions, et qui est aujourd'hui président de l'association, ancien bâtonnier de Dax aussi. Suite à ses propos, il m'a nommé comme ça, regardez ce colosse au pied d'argile, par tous les états de destruction qu'il est passé dans sa vie, et tout est dans le titre en fait. C'est pas parce qu'on est costaud qu'on est fait sur des bases solides, donc ça représentait bien l'image du rugbyman que j'étais et celle de la victime fragile. J'ai beaucoup d'émotions quand je regarde dans le rétro. J'ai même du mal à me rendre compte de tout ce chemin parcouru. On est souvent là pour me rappeler que c'est extraordinaire. On a tellement la tête dans le guidon qu'on ne s'en rend pas compte. Je m'en rends compte surtout aujourd'hui. Tous les premiers lundis du mois, par exemple, on fait une réunion d'équipe. Donc on est tous dispatchés dans toute la France. Et donc France, ça veut dire métropole et La Réunion. Et là, sur l'écran Zoom, j'ai plus assez d'une page, il faut aller sur 2 pages. Et c'est là où je me dis que waouh, c'est fou. Je vois aussi le nombre d'interventions que nous dispensions tous les ans. C'est colossal, sans jeu de mots. On est après cette année, je pense qu'on va faire 3000 interventions pour peut-être 100 000 personnes sensibilisées ou formées directement. Donc c'est extraordinaire. Lundi dernier, j'étais avec la nouvelle ministre des Sports. Et effectivement, quand on passe dans ces ministères, quand on refait du lobbying, de la présentation sur le nouveau gouvernement, ils sont impressionnés de la façon dont on est structuré, de notre approche sur le projet, sur le sujet, et tous ces projets innovants que l'on peut avoir, notamment via le numérique, avec de la réalité virtuelle immersive, pour sensibiliser les plus jeunes et les moins jeunes aussi, sur différents sujets. Donc on est très fiers de porter le maillot Colosse. Il est lourd, de plus en plus lourd, puisque une reconnaissance d'utilité publique, bien sûr, mais une reconnaissance de toutes les institutions, et une reconnaissance aujourd'hui qui dépasse les frontières de la France, puisqu'on est international avec une antenne en Argentine et en Espagne. C'est effectivement exceptionnel. Beaucoup de personnes sont ébahies par ma résilience. Et je répète, moi je ne m'en rends pas compte. Et puis on a un sujet qui nous ramène tellement à la réalité, qui nous oblige à avoir beaucoup d'humilité. Donc c'est ce qu'on essaie de montrer aussi. On n'est pas des sachants, on a beaucoup de connaissances chez Colosse. On nous nomme d'experts. Je refuse ce terme-là. Mais effectivement, on a beaucoup de compétences, on sait beaucoup de choses. Mais on ne va pas se positionner en tant qu'expert, parce que quand on connaît vraiment le sujet sur toute sa transversalité, je ne sais même pas s'il peut y avoir un expert sur tellement le sujet est vaste, sur la protection de l'enfance, sur tout ce qui va avec et toute son arborescence. Effectivement, on aimerait ne pas exister, mais aujourd'hui, on est englouti par ce sujet et par le grand nombre de révélations que nous avons dès que nous intervenons. Tout ce qui est associatif et qui vient en aide aux citoyens, les Restos du Cœur, je ne sais plus si c'est 30 ou 40 ans que ça a été fondé. On aimerait ne pas en avoir besoin, et au contraire, il y a une synergie dans leur développement qui est exponentielle, donc c'est pas normal. On fait le travail de l'État, mais après, moi, pour être souvent dans les ministères, il y a un manque cruel de moyens. Il va falloir qu'un jour, ils arrivent à se mettre autour de la table avec une approche interministérielle sur différents sujets pour justement mettre tous au point commun et permettre justement d'aller plus vite et plus loin dans toutes les démarches. Donc effectivement, moi j'aimerais ne pas exister. J'ai commencé tout seul en tant que bénévole. En 2016, je suis le premier salarié, parce que justement le sujet que nous traitons donne des limites au bénévolat. Et aujourd'hui, on est 40 salariés. Donc même moi, je n'aurais même pas pu l'imaginer quand j'ai créé l'association. Je pense que pas grand monde autour de moi aurait pu l'imaginer aussi.
Moi, je dirais sur les 10 premières années, autant au début c'était difficile sur le sujet, aujourd'hui il est sur la table. Depuis 2018, vraiment, bon, il y a eu MeToo, il y a eu, dans le sport, il y a eu des révélations. Les médias, et si on en est là, c'est grâce aux médias aussi, qui se font écho de ces victimes, qui parlaient avant dans le silence, hein, et qui maintenant ben, sont entendus de tous. Aujourd'hui, on allume la télé, on écoute la radio, on lit la presse papier. On parle de violences sexuelles quasiment quotidiennement. Donc c'est un sujet qui est sur la table et qui nous permet aussi de faire des préconisations, comme j'ai pu le faire dernièrement à la ministre, et d'avancer sur le sujet et surtout dans la protection de l'enfance. Les violences sexuelles aujourd'hui, la loi, je crois que c'est 13 lois, 13 définitions d'actes. Ça part de la corruption à la sextorsion, aux propos sexistes, enfin, au harcèlement sexuel. Les plus répandus aujourd'hui, ce sont les viols, donc c'est tout acte de pénétration anale, buccale ou vaginale, de quelque nature qu'il soit, c'est-à-dire que ça soit fait digitalement, que ça soit fait avec un objet, avec un légume, que ça soit fait avec le pénis, bien sûr. Ça, ce sont des viols. Les agressions sexuelles, ce sont tous les attouchements qu'on appelle communément, où il ne va pas y avoir l'acte de pénétration. Ces deux infractions, ce sont des... Alors, les viols, ce sont des crimes, les agressions sexuelles, ce sont des délits. Ce sont les deux qui sont les plus répandus. Après, il y a un milieu aussi, où, puisqu'on parle du milieu familial, l'inceste, aujourd'hui, c'est quelque chose qui touche la majorité des Français, hein, les violences sexuelles intrafamiliales. Et après, nous, dans le champ sportif, on peut avoir aussi l'atteinte sexuelle, c'est-à-dire que le législateur a donné comme, entre guillemets, majorité sexuelle 15 ans, c'est-à-dire qu'un mineur de 15 ans, de plus de 15 ans, peut avoir des rapports sexuels avec un adulte, si bien sûr ils sont consentis, s'il n'y a pas un trop grand écart d'âge, et surtout si cette personne n'a pas autorité sur l'enfant. S'il y a autorité, en lien d'autorité, par exemple un coach avec une gamine, euh, même si elle est consentante, et bien là on est sur de l'atteinte sexuelle, et donc là ça devient un délit. Donc voilà nous ce qu'on peut voir. Après bien sûr il y a tout ce qui est les problématiques de cyber harcèlement et toutes ces violences numériques. Là malheureusement c'est un chantier colossal qui nous attend, parce que quand on est dans une classe de 6e, combien d'entre vous ont déjà reçu le sexe en photo d'une personne que vous ne connaissez pas? C'est 3/4 de la salle qui lève la main. Et donc là, il y a un très très gros chantier sur la protection de nos mineurs du moment qu'ils sont équipés d'un téléphone portable. Alors, je n'étais pas dépressif, je n'ai pas fait d'amnésie traumatique non plus, c'est-à-dire que moi je me rappelais vraiment de tout ce que j'ai subi. Et je m'en suis encore plus rappelé dans les détails quand j'ai coécrit le livre. Ce qui m'a permis de parler, c'était que je n'étais plus seul. Parce que cette personne avait une place dans la famille qui était très importante, appréciée de tous, gentil, serviable, arrangeant, disponible. Voilà les qualificatifs qu'on pouvait lui donner. Et en fait, je ne pouvais pas le dénoncer, il était fâché avec personne. Et personne, j'aurais eu peur de ne pas être cru. C'est que ce qui peut faire aussi un verrou dans la libération de la parole chez l'enfant. J'ai pu parler grâce à une autre victime de ce prédateur. Et parce que lui, il avait fait un travail sur lui-même avec de l'hypnose partielle notamment, et ça lui avait permis de libérer sa parole. Et c'est comme ça que moi, quand ça m'est venu à mes oreilles, que j'ai pu parler, puisque je savais que j'allais être cru. Là, il n'y avait pas de doute à avoir. On était 2 contre 1 à dénoncer ces actes. Effectivement, quand on parle en famille, on lâche une bombe à fragmentation et c'est tout le monde qui est touché. Souvent, les victimes se retrouvent isolées, écartées de la famille. C'est pour ça que, bon, ça m'est arrivé, mais c'est un schéma commun, malheureusement, chez les victimes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on aide une victime, on fait une approche systémique. C'est-à-dire qu'on va accompagner, sur l'aspect psychologique et juridique, la victime, mais les victimes collatérales, qui sont les parents, quand ils ne sont pas les auteurs, bien sûr. Et donc, cette approche-là va nous permettre d'avoir... que la victime ait du soutien et ne soit pas écartée comme moi j'ai pu l'être. On parle d'un prédateur. Le prédateur, il va cibler sa proie. Sa proie, ça va être l'enfant. Il va se positionner, par exemple, quand une famille va se séparer,
un couple va se séparer, il va y avoir les enfants qui vont être ballottés à droite à gauche, et lui va se rendre disponible à ce moment-là. Ça peut être une approche. Et petit à petit, quand il va cibler cet enfant, eh bien, il va, comme une araignée, il va tisser sa toile autour de cet enfant en gagnant la confiance de tous les adultes qui gravitent autour de cet enfant. Et quand il aura gagné cette confiance, eh bien, il va s'en prendre à l'enfant et il va l'amener dans des actes qui sont de plus en plus violents. Moi, mes parents, effectivement, et puis en plus, les pauvres, je dirais pas une chance, mais ce téléfilm qui retrace mon passé rend visible l'invisible. Et donc, ils ont pu voir ce qui se passait. Ils ont pu être là, dans la voiture. Ils ont pu être là quand tu pars avec lui, tu reviens avec lui. Ils ont pu voir tout ça. Mais en aucun cas, je leur en veux de ça, puisque moi, je les considère vraiment, la justice ne l'a pas fait, mais moi, je le considère vraiment comme des victimes collatérales de ce prédateur et de cette manipulation. J'y tenais, on a lancé des groupes de parole dernièrement pour les hommes victimes, parce qu'il n'y en a pas en France, c'est terrible quand même, pour les femmes victimes, pour les victimes collatérales, qui sont les parents, et les sportifs de haut niveau. Je participe à tous les groupes sur la première séance et la dernière. Quand je vois ces parents qui sont, je ne dirais pas plus traumatisés, mais autant traumatisés que la victime, même s'ils n'ont pas subi ces actes-là, mais moi j'ai beaucoup de peine pour eux. Et c'est pour ça que voilà, moi mes parents, je les aime beaucoup et je ne pourrais en aucun cas avoir un soupçon de malveillance contre eux et de rancune parce que justement tous les vendredis ils me jetaient dans la gueule du loup sans le savoir. Il ne faut pas différencier les victimes. Nous aujourd'hui on mène un combat qui dérange certes mais qui ne devrait pas être genré. Aujourd'hui on va parler des enfants victimes, des femmes victimes. Les hommes ils sont invisibilisés. Je suis là moi aussi, je suis un peu le porte-drapeau aussi de tous ces hommes qui sont victimes. Et croyez-moi que, étant une association fondée par un homme, aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes qui nous sollicitent, qui ont été victimes dans leur enfance. Au sortir de la diffusion du téléfilm, il y avait plus de 500 hommes qui ont répondu à notre questionnaire. Et ce questionnaire permet aussi de voir pourquoi les hommes n'arrivent pas à parler. Tout simplement, moi, la première chose, c'est qu'on n'a pas leur place, on n'a pas notre place. Parce que du moment qu'on est équipé d'un pénis dans notre slip, eh bien, on est considéré comme un potentiel prédateur. Et aujourd'hui, la société doit changer de discours par rapport à ça. Donc c'est pour ça que les hommes, aujourd'hui, n'ont pas cette chance de pouvoir parler. Alors moi, je félicite tous les mouvements féministes qu'il y a et toute cette entraide qu'il y a entre elles. Moi, je suis féministe. Bien sûr, on va faire des actions prochainement. Je ne suis pas militantiste, mais tous les hommes, on est féministes. On n'a pas envie qu'une femme prenne des tartes dans la tronche tous les jours, qu'elle se fasse agresser, qu'elle aille dans les tribunes des clubs de foot et se font tripoter de partout. On n'est pas favorable à ça. Donc on est féministes tous. Mais nous, on n'est pas clivants. On fait vraiment un travail transversal. Je vais même aller plus loin dans la démarche. Nous, on a une approche qui n'est pas clivante, je le répète. Moi, on m'a toujours appris, pour battre mon adversaire, eh bien, il fallait le connaître. Donc on faisait des vidéos sur notre adversaire pour connaître ses failles. Aujourd'hui, Colosse au pied d'argile, c'est, je pense, la seule en France qui intervient face aux victimes, qui accompagne les victimes, mais qui va aussi intervenir face aux auteurs, pour éviter la récidive et toujours dans un souci de protection de l'enfance. Malheureusement, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que quand on intervient face à ces auteurs, mineurs ou majeurs, une grande majorité a été victime dans leur enfance et n'en ont jamais parlé. Donc là, on va basculer après sur les enjeux de la prévention. Plus vite, on va intervenir auprès des jeunes dans les écoles, dans les clubs, dans l'animation. Plus vite, on va apprendre à ces gamins à se protéger, à identifier leurs parties intimes, si tu as un secret qui te rend malheureux, à qui aller le partager. On va libérer la parole également, ce qui va permettre à éviter plutôt qu'un traumatisme s'installe trop longtemps chez une victime et mette des années à être réparé. Et aussi, on va éviter qu'une victime passe sur le volet obscur du sujet en devenant auteur et en reproduisant les actes qu'elle a subis. Chez les hommes pédocriminels, 30% d'entre eux ont été victimes dans leur enfance. Donc 30% ont reproduit. Chez les femmes pédocriminelles, 90% d'entre elles ont été victimes dans leur enfance.
Donc ça, ce sont des chiffres, du moment qu'on dénonce la pédocriminalité féminine ou autre, on nous dit oui, c'est à la marge. Mais bien sûr, c'est à la marge. Si on se réfère aux chiffres, c'est à la marge. Les femmes seront toujours plus agressées que les hommes. Mais aujourd'hui, ces chiffres sont tronqués, puisque les hommes ne parlent pas. Et donc j'espère que le fait de libérer la parole de ces hommes aussi va permettre de réguler aussi ces chiffres et de pas de les égaliser, hein, c'est pas ce qu'on recherche, mais qui est une photographie qui est plus précise sur le nombre d'hommes victimes, de femmes victimes et des femmes auteurs aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont été violés par des femmes. Ça, on en parle peu aussi. La première fois, égoïstement, quand je suis intervenu face à des auteurs pédocriminels en détention, des majeurs, pardon, pédocriminels en détention, c'était en Polynésie. On me dit, ben, allez, on va essayer d'aller dans cette prison, intervenir. Je dis, je ne l'ai jamais fait, mais bon, allez, on y va, on va tenter. J'avais face à moi 19 pédocriminels. Et donc, j'étais pas là pour leur chercher le pardon, loin de là. Je leur ai raconté l'histoire d'un petit garçon qui jouait au rugby. Et à la fin, ben, je leur ai dit, ben, ce petit garçon, c'est Sébastien et c'est moi. Et donc là, bon, certains ont pris un uppercut parce qu'ils ne pensaient pas, ils n'imaginaient pas une victime comme moi. Hein. Surtout qu'il y avait des gaillards, hein. Je me mettais derrière eux, on ne me voyait pas. Donc pour vous dire comment ils étaient solides. Et là, donc, je propose un temps d'entretien individuel avec ceux qui le souhaitaient. Je pense que j'en ai reçu 17 sur 19. Et la majorité avait été violée dans leur enfance entre 5 et 8 ans. Ils n'en avaient jamais parlé. Donc ça a permis aux SPIP de changer l'approche dans leur accompagnement, de réparer un premier traumatisme avant de réparer l'erreur qu'ils ont commise. Le crime qu'ils ont commis, puisque c'est des crimes sexuels pour la majorité. Égoïstement aussi, je me suis testé ma résilience. Et croyez-moi que quand on attend 19 détenus à l'entrée d'une salle et quand ils arrivent et qu'ils vous tendent la main, la première main que j'ai dû tendre, serrer, ça a été compliqué. Parce que je me dis, tu touches la main de quelqu'un qui a agressé un enfant. Et donc, je me dis, si je dois continuer, je dois serrer la main à tout le monde. Et je ne peux pas arrêter là. Donc, je suis allé au bout de la démarche. Et au final, petit à petit, certains même, parce qu'ils n'ont aucune éducation à la sexualité là-bas, j'aurais presque eu de l'empathie même pour certains. Alors, il y avait des pédophiles qui, eux, qui n'ont aucune empathie, parce qu'il y a une différence entre le pédocriminel. Tous les pédocriminels ne sont pas des pédophiles, et tous les pédophiles ne sont pas des pédocriminels. Il y en a certains, c'était une autostoppeuse, et voilà, en la ramenant, ils avaient bu, et voilà, il a violé. Enfin, et voilà, attention, je ne minimise pas. Hein. Il y en a d'autres, c'était vraiment une attirance sexuelle pour les mineurs, et ils recherchaient ça. Ils recherchaient avoir des relations sexuelles avec des mineurs. Donc c'est totalement différent. Et donc effectivement, quand on écoutait ces récits, ces témoignages, pour certains, ils se retrouvent là, c'est entièrement assumé. Pour ça, c'est une force chez les Polynésiens. Ceux qui assumaient le moins, c'était les métropolitains qui étaient là-bas et qui se sont fait arrêter et incarcérer. Mais je me suis testé ma résilience et donc ça m'a prouvé que j'étais résilient. L'année suivante, je l'ai recommencé face à 19 pédocriminels. Et aujourd'hui, on le fait aussi avec un partenariat avec la PJJ où on intervient face aux mineurs auteurs. Et donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Je le répète, on ne cherche pas le pardon. L'objectif, c'est que, et en plus on fait un travail autour du rugby, sur le consentement, sur le respect des règles, d'un cadre, de la loi, et on reçoit à la fin mon témoignage. Et là aussi, même chez les mineurs, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ont été victimes. D'où ces enjeux de la prévention pour éviter cette récidive. Des fois, je me heurte à des mouvements féministes qui sont extrêmes pour le coup. Comme je leur ai dit la dernière fois, j'ai jamais eu besoin de montrer mes parties intimes dans la rue pour faire avancer des lois. Nous, on est sur le terrain tous les jours, on arrive avec un terreau très fertile et on donne au ministre. On dit, voilà, c'est ce que j'ai fait encore lundi dernier avec le ministre des Sports. On donne des préconisations. Voilà ce qu'on a vu lors de nos interventions. Bon, sur 2000 interventions, on en voit beaucoup de témoignages et de situations à risque. Voilà ce que nous, on propose.
Après, ils en font ce qu'ils veulent, mais nous, on a lancé une alerte. Aujourd'hui, tous les bénévoles sont filtrés dans le champ sportif. C'est une proposition que j'avais faite en 2018. Je rencontre Dupond-Moretti avec mon directeur adjoint Simon Latournerie. Je lui parle de notre procès où on est 2 victimes violées et une qui subit des agressions sexuelles. Celle qui a subi des agressions sexuelles, pour elle, les faits étaient prescrits. Donc il est quand même venu à la barre dans un procès où on n'avait pas demandé le huis clos. Il est venu se mettre à nu devant tout le monde pour nous. Et ça a bénéficié à nous, pas à lui, puisque lui, il n'avait aucune reconnaissance par la justice. Je dis ça, c'est pas normal. Et aujourd'hui, il y a la prescription glissante qui a été mise en place pour les victimes, dont les faits sont prescrits si, bien sûr, l'autre victime a subi les mêmes actes que la première victime. Aujourd'hui, nous les hommes, on est trop clivés, et ça, je le répète, et c'est dommage. Mais on n'a pas cette, par pudeur, je pense, par honte, beaucoup. Parce qu'un homme ici, en France, voilà, un homme, ça doit être viril, ça doit être, voilà, on est dans un milieu patriarcal, et c'est assez malheureusement verrouillant pour ces hommes. Alors imaginez, en plus quand on est rugbyman, où là on doit être le guerrier de l'équipe, on ne doit pas être faible, parce qu'avant les homosexuels, nous on disait PD, hein, c'était une insulte, mais c'était des personnes faibles, efféminées souvent, et qui n'avaient pas cette force de protection et de virilité. Voilà, aujourd'hui on est sur un terrain glissant, hein, comme vous dites, mais c'est des propos qui sont entièrement assumés. J'en parle, j'ai interpellé quelques ministres notamment sur leur discours quand on fait des assises sur ce sujet, où pareil, elle parle des enfants victimes et des femmes victimes, mais à aucun moment elle ne parle des hommes victimes. Donc comment voulez-vous qu'un homme trouve sa place dans le champ des victimes? Qu'est-ce qui va le motiver à parler? Donc ce que je disais en média, plus je suis visible, plus je rends la parole libérée des hommes. Donc je vais continuer. Malgré 4 années de viol subi, 18 années de silence et d'autodestruction, je suis la preuve qu'on peut s'en sortir. Mais pour ça, il faut parler. Une victime qui ne parle pas, son corps va parler pour elle et ça peut entraîner des graves maladies. Le cancer du côlon, le cancer de l'utérus, de l'endométriose chez les femmes, le cancer du sein, de la peau. Partout où l'agresseur a touché, on peut développer des maladies et c'est votre corps qui va parler. Le fait de parler va libérer ce poids et va libérer votre corps aussi. Bien sûr, parler, c'est pas parce qu'on parle aujourd'hui que demain ça ira mieux. Il faut être accompagné, il y a des associations, il y a la nôtre, mais il y en a plein d'autres qui accompagnent les victimes. L'accompagnement chez Colos est gratuit pour les victimes et victimes collatérales sur l'aspect psychologique et juridique. Et il ne faut pas hésiter à en parler justement et à nous solliciter. Même si on n'est pas du champ sportif, on aide toutes les victimes qui se présentent chez Colos. Donc il faut parler. Il faut savoir aussi qu'une victime qui ne parle pas, ça peut entraîner une perte d'espérance de 20 ans au vu des mécanismes d'autodestruction qu'elle va mettre en place. Et ces mécanismes d'autodestruction qui vont lui faire perdre des annuités de vie, malheureusement, parce que ça va être souvent des dépendances, des addictions à l'alcool, à la violence, au sexe aussi, à la drogue, à l'automutilation aussi. Et donc, voilà, parler, c'est quelque chose que nous répétons, rabâchons. La honte doit changer de camp, on n'est pas coupable, on est victime. Oui, alors Colos fête ses 10 ans cette année, quasiment jour pour jour. Donc on a voulu rendre aux Landais ce qu'ils nous ont donné pendant ces 10 ans en soutien. Et donc on a fait un programme qui est sportif, solidaire bien sûr, et festif. Dans les Landes, on sait faire la fête. Donc il y a un dîner de gala qui est verrouillé aujourd'hui puisqu'on est complet avec des partenaires. Où c'est des tables que nous avons vendues, où il y aura un guest à la table, sportif, tauromachie ou autre. Et par contre, le samedi 24, on vous attend nombreux au lac de Christus, au stade du Pont-Volant, au stade municipal de Saint-Paul. Donc il y aura une journée dédiée aux enfants, tout autour du lac, un village à enfants, avec de l'initiation au sport, de la prévention aussi qui sera faite.
Il y a une convention de tatouage, donc si on veut se faire tatouer, il y a 10 tatoueurs qui viennent tatouer sur toute la journée au profit de l'association. Une démarche de Silenzo, le tatoueur de Dax. Et ensuite, il y a un tournoi à 7 au stade du Pont-Volant où les joueurs, les équipes vont jouer pour leur école de rugby. C'est-à-dire que les deux finalistes gagneront des interventions pour leur club ou leur rassemblement. Et à fin d'après-midi, il y a un match d'exhibition à 7, du rugby à 7 pour les féminines. Et après un match des légendes où il y a Boris Dio, Daniel Narcisse, Mirko Bergamasco, Sinagel, Saint-André, voilà, plein de joueurs qui viendront jouer 2 fois 25 minutes. Et après, on vous attend tous au lac de Saint-Paul, où il y a une grande soirée tapas animée par les Chocas de Saint-Paul et Angela, la DJ, qui est programmée à Gare au Roc, une montoise. Et bien sûr, on va finir en apothéose avec un feu d'artifice tiré sur le lac de Christus face au casino, qui est un partenaire, le Joa Casino, qui est un partenaire aussi de l'association sur cet événement. Donc on vous attend nombreux. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, et c'est ensemble qu'on ira plus loin dans la démarche de la protection de notre enfance.